Face à l'objectif, David Suc, cette fois en tant que président de la communauté des communes du Pays de Bitche. Bonjour. Bonjour. Alors une première question qui est un peu hors contexte. Quel regard est-ce que vous portez sur le climat politique général, national ? Je crois qu'on a besoin de se retrouver et on a besoin d'avoir une vision de société. Et il faut reconnaître évidemment que plus le temps passe, moins on a d'hommes politiques avec une dimension d'homme d'État, et plus le temps passe, moins on a d'ambition au niveau des sociétés, et donc évidemment on est dans une réelle difficulté. Il suffit de regarder la qualité des débats ou le niveau des projets qui sont défendus par les uns et les autres, et donc on peut le regretter. Et je crois que face à ça, on a besoin de collectivités, on a besoin de collectivités territoriales, d'associations qui s'engagent et qui s'engagent plus durablement encore, parce qu'il n'y a plus grand-chose à attendre du haut. Alors, comment se porte financièrement la communauté des communes du Pays de Bitche? Y a-t-il de la marge? Quelles sont les grandes priorités? Alors en très succinct, les grandes priorités du moment. La situation financière est bonne au niveau de l'intercommunalité puisque nous avons désendetté un tout petit peu. Naturellement, il y a quelques marges, mais cela est le fruit évidemment de quelques projets et de projets et d'une gestion qui est rigoureuse, et je crois que c'est important et c'est essentiel. Et donc naturellement, nous, le premier objectif, c'est d'asseoir le territoire dans une dynamique d'augmentation des services publics. On a ouvert une maison France Service, on a pris la compétence santé, on va ouvrir évidemment 2 micro-crèches supplémentaires, et donc c'est d'apporter sur ce territoire un certain nombre de services qui n'existent pas ailleurs ou qui existent ailleurs, mais en tout cas qui soient adaptés aux besoins de nos populations. Et puis ensuite, c'est d'investir dans les infrastructures, ce qui est important et essentiel. Cela fixe ensuite les services. Je pense par exemple évidemment aux bâtiments communautaires au niveau du service technique, puisque vous savez qu'on a un service technique assez conséquent qui permet aux communes, qui permet à l'intercommunalité d'avoir des travaux en régie. Je pense par exemple à l'extension, on va continuer à développer les pistes cyclables, puisqu'aujourd'hui le Pays du Verre et du Cristal est construit. Voilà, donc on a beaucoup de projets. Alors en termes de développement économique, comment se situe le Pays de Bitche? On sait qu'il y a un projet de déplacement de Verissima de Götzenbrück sur Orbach. Il y a aussi le Burger King qui qui fait le buzz sur un sujet mosaïque en ce moment. Donc, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Alors, sur le dossier Verissima, la communauté de communes a vendu le terrain il y a quelques jours, et donc aujourd'hui, ce dossier va pouvoir démarrer et les terrassements doivent démarrer. Burger King, j'y reviendrai pas. On a validé un certain nombre de sessions. Alors, évidemment que nous avons des projets de développement, surtout avec du développement d'entreprises locales qui souhaitent se diversifier. On a quelques entreprises qui sont intéressées à venir sur ce territoire rural qui a une offre complémentaire au territoire plus urbain. Et je crois que c'est important de jouer dans cette complémentarité, à la fois avec Sarreguemines. On ne va pas rentrer dans les détails puisqu'on est aujourd'hui naturellement aussi dans une compétition de territoire, et que ce qu'ils viennent rechercher, ce n'est pas d'abord le prix du terrain, qui est certes moins cher, mais c'est ensuite tout l'écosystème, c'est la carte de visite, et puis c'est l'attractivité qu'offre aujourd'hui le Pays de Bitche et la visibilité. Il ne vous est pas apparu anodin dans ces derniers mois que le Pays de Bitche, en termes de visibilité, continue à développer son offre, et que ça reste et ça devient de plus en plus un territoire touristique, puisque nous aujourd'hui, c'est 10% des emplois qui sont issus du développement touristique. Alors justement, le domaine touristique, une nouvelle piste cyclable vient de voir le jour. Je l'ai longée la semaine dernière entre Montbronn et Enchenberg. Alors le plan vélo global du Pays de Bitche, c'est quoi la suite? La suite, c'est de pouvoir évidemment permettre à ce territoire d'avoir une interconnexion avec le bassin de Sarreguemines et l'approche Alsace. C'est d'avoir une interconnexion ensuite avec les collèges et les sites touristiques, et naturellement l'ensemble des zones d'activité. Et donc là, il y a une première phase qui est sortie, c'est d'1 million d'euros de travaux. Il y a une deuxième phase qui va sortir de près d'1 million d'euros aussi. Et on est sur un projet global de 10 millions d'euros. Voilà, sur lequel... Cette nouvelle phase, elle se situe où? Là, on est sur Lemberg en Chambert qui va être raccordé, donc les travaux vont démarrer, ce qui permettra aux 7 communes qui sont aujourd'hui dans la zone de ramassage du collège de Lemberg d'être connectées, parce qu'aujourd'hui, les pistes cyclables, ce n'est pas uniquement un attrait touristique. Je crois qu'on a des gens qui ont vocation et qui veulent se déplacer à vélo, parce que le vélo électrique a révolutionné les choses, et puis c'est dans cette jeune génération où il faut impulser un mode de consommation et de mobilité qui se développe. Mais ça n'enlève rien au fait qu'on attend beaucoup, évidemment, de la région sur la question du ferroviaire et de la mobilité à destination de Strasbourg, puisqu'aujourd'hui, on a besoin de cette offre complémentaire que nous n'avons pas encore. La dynamique culturelle a été, on va dire, relativement intense en 2024. Alors,
et notamment sur Meisenthal, hein, avec le succès incontestable de la boule de Noël, mais aussi le spectacle La Halle aux Lumières. Sans compter le passage de la flamme, hein, qui a beaucoup mobilisé cet été les écoles et notamment les collèges. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ça? Une réussite seulement ou est-ce qu'il faut voir plus loin? Il faut surtout voir plus loin. Ça, c'est l'illustration et la démonstration que lorsqu'il y a une volonté politique, lorsqu'il y a un travail qui est partagé entre les acteurs publics, les acteurs privés et les acteurs associatifs, on sait faire. Évidemment, vous le rappelez, c'est 1300 élèves qui ont fait ce flash mob, c'est 1800 écoliers qui ont été accueillis, c'est 200 bénévoles, ce qui a été la démonstration d'un territoire qui sait s'organiser, qui sait s'engager. Et puis au-delà, je crois que c'est travailler sur une programmation culturelle. On pourrait citer évidemment la belle manifestation qui a été organisée à l'Espace Cassin avec ABBA. On pourrait évoquer évidemment toutes les animations que nous faisons dans les sites autour de Noël, de Pâques, de Halloween. Et je crois que tout cela concorde aujourd'hui à dire que le Pays de Beach, au travers de ces sites communautaires, développe une offre périodique, mais surtout au travers de la boule, vous l'avez évoqué, on a aujourd'hui des capacités à accueillir des gens au Pays de Beach toute l'année et qu'à chaque fois on a la capacité de proposer au travers de la randonnée, au travers des circuits courts, au travers de ce que font aussi les privés. Je crois que c'est important, je pense à la forêt des défis, mais pas que. On a aujourd'hui cette volonté globale et puis je crois qu'on est dans la suite au travers de la maison de pays que l'on crée, puisque l'Office du tourisme devrait évoluer. On a une étude très intéressante aujourd'hui qui démontre que le développement touristique et culturel au Pays de Beach nous impose de créer des structures ad hoc. Les structures que nous avons ne sont plus adaptées et le rapport de la CRC nous l'indique également. Et donc on va travailler à la mise en place d'une société publique locale qui peut, qui pourra, qui devra à mon sens évidemment animer, organiser l'animation et l'exploitation de tous les grands sites, qu'ils soient communaux ou intercommunautaires si les communes le décident. Et je crois qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir cette offre globale et générale, dans un esprit de complémentarité. Un regret peut-être sur la manière dont les choses se sont passées par rapport à Halloween ou pas? Aucun regret. Je crois qu'évidemment, on a ensuite des postures politiciennes qui de temps en temps peuvent s'exprimer. Je crois que le regret qu'on peut avoir, c'est qu'on ne développe pas suffisamment encore toutes les offres, et je crois qu'il est de l'autorité des communes, des intercommunalités, de chaque propriétaire de site, de le développer au maximum, d'apporter sa contribution. Et donc le seul regret qu'on ait, c'est que un certain nombre de choses aient été instrumentalisées, et je veux vous rassurer, puisqu'avec le maire de Beach, nous avons travaillé sur la saison à venir avec le vice-président en charge du marketing et avec les élus, et donc on va travailler plus encore sur les appels à projets autour du sport, autour de la culture, ce qui permet à un moment donné à la communauté de communes de subventionner, par exemple, les 80 ans de la libération du Pays de Beach, puisque vous savez que le canton de Beach est le dernier canton à avoir été libéré, Sturzelbrunn, la dernière commune de Moselle. Et la communauté de communes a apporté une contribution financière à une dizaine de communes et à une dizaine de structures qui vont animer, et donc l'intercommunalité, c'était un peu la conclusion, va se porter un peu en tête de gondole, en locomotive, pour essayer d'apporter sa contribution, essayer d'encadrer ensuite ses propres manifestations par rapport à celles qui existent et à être dans une approche de complémentarité. Donc ça, on peut le regretter, mais en tout cas sur le fond, je crois que les choses sont bien organisées. Le sujet sur le stand de tir a fait gros débat. Alors certains pensaient imaginent ou disent que le stand de tir aurait un coût trop élevé et qu'on devrait plutôt aménager une piscine à Beach. Alors on en est où avec ce dossier? Je crois qu'il ne faut pas opposer les sports. Il n'y a pas que le foot, il n'y a pas que la natation. Mais il faut faire des choix. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de faire le choix. On peut faire les deux. Nous avons la capacité de faire les deux. Tout dépendra ensuite de nos partenaires. Et je crois que c'est nos partenaires qui décideront si nous pouvons réaliser ou pas. Je donnais l'exemple de quelques grosses infrastructures sportives. Elles se font parce que les communes ont apporté leur volonté de construire et ont apporté la valeur résiduelle. Lorsqu'on parle d'Étain, lorsqu'on parle de Gros Raies d'Erchin ou lorsqu'on parle de stand de tir, si la collectivité qui porte doit apporter l'essentiel des finances, il faudra peut-être faire un choix. Aujourd'hui, si on est dans des programmations financières telles qu'on peut l'imaginer et qu'on est subventionné à 60, 70, voire 80%, on peut faire les deux. Et puis ensuite, ce qui peut être difficile pour une collectivité, c'est l'exploitation et le fonctionnement. Je ne vous donnerai pas le déficit ni des piscines ni d'autres sites. La construction, en règle générale, ce n'est pas la première difficulté, c'est l'exploiter.
Exactement. Et donc aujourd'hui, sur le stand de TID, nous avons 2 millions d'euros qui nous ont été notifiés par le département. On attend le positionnement de la région, voilà, qui nous dit qu'elle est favorable, mais qui connaît quelques difficultés budgétaires, et donc ils sont en train de réfléchir. Et j'ai insisté auprès du cabinet du président Laurent en disant décidez. 2 millions comme le département, et ce que le département peut, la région devrait pouvoir le faire, 1,5 million, 1 500 000 ou zéro. Mais décider, ce qui nous permettra ensuite, évidemment, avec l'État et le conseil communautaire, d'arbitrer. On fait pas, ou on revoit le projet. Et sur la piscine, aujourd'hui, les premières études nous livrent des conclusions qui sont celles de dire que le bâtiment existant dans son emplacement actuel, voilà, est très discutable. Et donc, on s'oriente, et c'était une volonté des élus, vers la construction neuve d'une piscine à Beach. Et c'est essentiel. Et je crois qu'un territoire comme le Beachland, avec l'ambition qui est la sienne, on ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas 2 piscines. C'est important de le rappeler et de rassurer. Et puis lorsque, évidemment, on parle de la dynamique du territoire, vous avez pu voir qu'on vient de signer il y a quelques jours avec le PFL l'acquisition du Saint-Augustin, on évoquait la maison de santé, on évoque France Service, on évoque évidemment tous ces équipements qui viendront structurer une offre qualitative et pérenne. On va passer aux poubelles. Alors, chacune de nos poubelles au Pays de Beach est dotée d'un petit système, un petit code-barre qu'on peut flasher et qui permet donc d'identifier le propriétaire de la poubelle. Donc ça veut dire le pollueur devient le payeur en quelque sorte. C'est la démarche qui est prévue. Alors c'est un système a priori donc plus juste. Quand est-ce que ce système sera mis en place? Alors on validera une position qui est celle de la mise en place d'une redevance pour le 1er janvier 2026. Dans les semaines à venir, le vice-président travaille sur le dossier ainsi que le comité consultatif. Ce qui est important de rappeler, c'est que vous savez qu'on est engagé, nous avons délibéré pour une sortie du SIDEM. Force est de constater que le SIDEM n'a visiblement pas envie de débattre et de discuter sur l'intérêt ou non de voir son nombre d'adhérents diminuer. Et donc on a ce premier travail qui est à faire, qui est à parfaire, et donc des études supplémentaires nous ont été demandées, elles sont en train d'être conduites pour que le SIDEM puisse valablement se saisir, est-ce qu'il nous laisse sortir ou pas, c'est le premier point. Le deuxième, la redevance est plus juste, pour la simple et bonne raison que ceux qui produisent des ordures ménagères financeront le service. Or aujourd'hui au Pays de Beach, c'est 1500 foyers qui sont non occupés, de logements vides, qui payent une taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et ça, c'est profondément injuste. Des gens isolés dans une maison, dans une grande maison qui payent très cher. Je ne reviendrai pas là-dessus. De la même manière qu'en fonction de la situation locative, vous payez un coût de poubelle qui, pour le même volume, peut être radicalement différent lorsque vous habitez dans le village d'à côté ou dans la petite ville un peu plus loin. Et donc on a simplement envie que la redevance remette de la justice. Naturellement, il y aura un forfait en dessous duquel on n'ira pas parce qu'il y a un minimum de services à payer, l'infrastructure, on a des frais fixes, mais ensuite, en fonction du nombre de levées, au-delà d'un certain nombre, je crois que c'est 4 ou 5 euros de levée supplémentaire, on paiera un peu plus cher. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pousse personne à faire des efforts de tri ou des efforts dans la diminution du volume, puisqu'ils payent en fonction de la taille de maison. Si vous voulez payer moins de poubelles aujourd'hui, il faut déménager. Donc, pas être moins nombreux, mais déménager. Finalement, on ne sera plus taxé dans notre... c'est compris dans la taxe foncière, la taxe ordures ménagères. Aujourd'hui, oui. Donc par la suite, ce sera donc la redevance, une facture qui va être envoyée individuellement dans chaque foyer. Une redevance qui sera évidemment individualisée. C'est dans ce cadre-là qu'on a envoyé la tarification blanche qui permet aux gens de voir un petit peu où ils se situent. Il y a un deuxième envoi qui va être envoyé, ce qui nous permet d'avoir une analyse plus large sur un délai plus important. Mais l'objectif, naturellement, c'est d'avoir une facture d'enlèvement des ordures ménagères, comme vous avez une facture pour l'eau et une facture pour l'assainissement. Je me souviens de l'époque où la décision a été prise, et vous y étiez aussi, je pense, déjà à l'époque au Conseil. Beaucoup de gens ne payaient pas la redevance. Et il y avait chaque année une chasse, je dirais, aux impayés. Est-ce qu'on ne risque pas aussi d'être face à cette situation? Ce qui a changé à l'époque, j'y étais pas encore. Parce que moi, je suis rentré dans les fonctions électives en 2008 et la mise en place de la taxe était un peu plus tôt. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, on peut contrôler. Vous l'avez évoqué, il y a une puce. Et donc, une redevance pas payée, c'est une puce pas activée, c'est un bras qui ne doit pas se lever. Ce qui engage
un peu de professionnalisme, et ils l'ont à la fois du prestataire et des équipes communautaires. Et donc tout réside dans la qualité du fichier. Voilà, premier point. Le deuxième point, évidemment la distribution des bacs, la distribution de tout ce qui concerne les ordures ménagères était dans le temps fait entre le syndicat et les communes. Et en fonction de la commune, en fonction voilà, j'allais dire de l'esprit politique, de l'esprit technique, etc., la façon d'aborder les choses pouvait être un peu différente. Aujourd'hui, il y a une volonté partagée par les communes et l'Interco de dire que ça doit être une collectivité qui assure le tout, de A à Z, la distribution des bacs, le suivi, le contrôle, qui gère les ambassadeurs, qui gère, on est en train de distribuer des cartes de déchetterie. Il faut savoir que la carte de déchetterie, il y en a 36 000 en actif au Pays de Beach. Or, il n'y a que 18 000 foyers. Ça veut dire qu'il y a le double de cartes qui circulent, ce qui fait qu'on a très régulièrement des gens qui viennent dans les déchetteries, qui habitent plus ici, des plaques qui ne sont pas de France, ou des gens qui sont d'autres territoires, certes de la même région. Parce que pour l'instant, on ne paye pas de manière spécifique les déchets. Donc on est en train de faire un travail de fond pour, à un moment donné, organiser de manière rationnelle les choses et les suivre. Par rapport à ces cartes, justement, j'ai récupéré la mienne, comme d'autres propriétaires. C'est 16 000 propriétaires que vous avez cités. La question a été beaucoup posée, vous avez eu pas mal de critiques. Pourquoi chaque personne a dû se déplacer donc sur Beach, donc ça faisait quand même beaucoup de kilomètres de parcouru. Pourquoi n'avez-vous pas pu envoyer cette carte par la poste ? Alors il y a deux raisons, et le vice-président et les services le diraient mieux que moi. La première, c'est que ces cartes devaient être disponibles et devaient être opérationnelles à une date, et on a communiqué sur date. Simplement, le prestataire a eu une avarie et une difficulté. Donc on n'a pas pu livrer et distribuer ces dates, ces cartes au moment venu. Premier point. Le deuxième, c'est que lorsque cette carte est remise, c'est l'occasion de contrôler le fichier. Parce que si c'est pour envoyer une carte à toutes celles qui aujourd'hui payent une taxe sur les enlèvements des ordures ménagères, c'est peut-être une occasion loupée pour réactualiser les choses. Et donc la distribution des cartes est faite de telle manière à ce qu'on puisse réactualiser le nombre de gens au foyer, enfin toutes ces questions que l'on ne se pose pas parce qu'on est en taxe. Et donc cette nouvelle carte est l'occasion à un moment donné d'actualiser. Et puis cette carte-là va servir le même fichier qui ensuite va être utilisé par le camion pour vider les bacs. Et ce qu'on a souhaité, c'est de pouvoir gérer les fichiers pour les bacs et gérer le fichier et la carte pour la déchetterie. Puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui gérons les cartes de déchetterie, c'est le SIDEM. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que la même collectivité gère tout le parcours, puisque la déchetterie, elle est payée aujourd'hui au travers de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Juste encore en très court, le S2A, je sais que c'est un sujet difficile. Il n'y a pas de sujet difficile. Il y a des dossiers qui sont plus ou moins épais, mais il n'y a pas de sujet difficile. Il faut aborder les choses de manière rationnelle. Est-ce qu'on ne risque pas quand même un tout petit peu, c'est une question légitime qu'on peut se poser, de voir un peu le Pays de Beach avec peut-être aussi le SIDEM qu'on laisserait, qu'on soit un peu isolé ou qu'on cherche peut-être à faire trop de choses en autonomie alors qu'on n'a peut-être pas les moyens de le faire. On ne fait rien du tout en autonomie. On veut être autonome dans la décision. Regardez, nous sommes partenaires avec la case de Mosaïque Cristal. Le Pays de Beach apporte sa contribution, plus de 200 000 €. C'est la démonstration que nous bossons avec tout le monde. Simplement, on ne veut pas laisser le soin aux autres de décider à notre place. Okay. Et donc sur la question du SIDEM, beaucoup se posent la question. Et notre intérêt aujourd'hui, c'est de sortir du SIDEM. Il suffit de lire le rapport de la CRC ou d'analyser à un moment donné les dossiers de l'ADEME. Le SIDEM est bien plus cher que tous les autres modes de valorisation des ordures ménagères autour. Ce n'est pas un jugement de valeur, c'est un constat. Et donc je crois qu'on ne garde pas les gens contre leur gré. Voilà, premier point. Sur la question de l'assainissement, nous avons la capacité de décider. C'était la commission locale. J'en suis le président. Peu importe la décision qui était prise par la commission locale, elle n'était pas appliquée. On voulait, c'était pas appliqué. On voulait pas, c'était appliqué. Puisqu'aujourd'hui, la commission locale, c'est comme une commission dans un conseil municipal, au département, à la région, elle a un rôle consultatif. Ceux qui décident, c'est le conseil municipal, c'est le conseil communautaire ou c'est l'assemblée générale du S2A. Et la commission locale, et le préfet l'écrivait, n'a qu'un rôle facial. Et donc, en définitive, si nous avions pu décider de tout ce que nous voulons faire,
il n'y a aucun problème pour que ce soit les équipes mutualisées qui mettent en œuvre, mais que la décision politique appartienne au territoire. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas la capacité de décider. Voilà. Très bien, alors on arrive au terme de cette rencontre. Pour conclure, alors quel est le projet qui vous tient le plus à cœur pour 2025 ? C'est d'accompagner le département pour la mise en place de la maison de santé. Je crois que c'est important, elle est attendue. C'est des professionnels de santé qui doivent arriver parce qu'il devient insupportable aujourd'hui de constater, et nous le constatons tous, et je suis un habitant du Pays de Bitche, combien il est difficile d'avoir évidemment un parcours de santé qui soit sécurisé. C'est de continuer les investissements sur les pistes cyclables, la piscine. C'est de pouvoir naturellement, et les dossiers avancent bien, sécuriser les 3 collèges au travers de ces déposes minutes et ensuite des parcours pris par les bus et par le personnel enseignant. C'est de continuer à investir sur le bâtiment technique parce que nos agents le méritent et parce que nous en avons besoin. On a un vrai développement. En tout cas, c'est continuer à investir assez massivement. C'est d'organiser les 80 ans de la libération du Pays de Bitche. Nous avons lancé un appel à projet et ce sera un grand moment. C'est de continuer à faire des événementiels importants sur chacun des sites. Simserof, le Moulin des Chuères, le site Verrier. Et puis, c'est de mettre en place cette société publique locale qui permet d'écrire la nouvelle page. Parce que nous avons besoin aujourd'hui de fédérer davantage, d'avoir une structure ad hoc, que l'Office du tourisme rentre dans cette nouvelle dimension, et je crois que c'est important, et on y travaille avec le vice-président, président de l'Office du tourisme. C'est la réflexion au travers de la production. Vous savez qu'à Meisenthal, on devrait produire plus. Nous dit-on. Et je crois que le CIAV, ce n'est pas d'abord une usine de production. C'est d'abord une usine de transmission, d'expérimentation, d'innovation. Et on se bat pour garder cette définition-là aussi de Verrier. Et donc, à côté de ça, on réfléchit évidemment pour organiser une structure qui soit, elle, plutôt dédiée à l'acte de production de ce qui est imaginé, éprouvé, proposé par le CIAV. Et donc, ça deviendrait, j'allais dire, une structure nouvelle et supplémentaire sous forme d'une production au travers d'une manufacture. Et donc, ça, c'est un dossier sur lequel on doit avancer parce qu'aujourd'hui, on gère la pénurie et c'est assez pénible. Et puis, le dernier point, je crois que c'est important aujourd'hui que cette intercommunalité puisse continuer à apporter ses services à l'ensemble de la population de manière globale. Je pense à Tubéo, aux extensions de réseau. Je pense évidemment aussi, et je crois que c'est important, à ces compétences que nous avons prises, à la santé, à la mobilité, où nous avons besoin aujourd'hui de pouvoir aller plus en avant encore avec des partenaires à chaque fois. Et sur tous ces dossiers, rien ne se fait seul, c'est à chaque fois avec des partenaires. Donc voilà. On est arrivé au terme de cette émission, on est début 2025, c'est encore le moment des vœux, donc vous pouvez le faire face caméra. Ben écoutez, moi je souhaite évidemment à chacun une santé de fer, je l'ai dit, de pouvoir mettre en œuvre vos projets, de le faire avec un esprit de solidarité, de bienveillance. Je crois qu'on a besoin d'une société qui soit plus bienveillante, une société qui soit moins isolée. Sortez, profitez des associations, profitez des fêtes. Je crois qu'on a besoin de ces rapports humains qui permettent à chacun de pouvoir échanger, de pouvoir partager, de pouvoir s'enrichir au travers de discussions et de réflexions. Et puis continuez à vous engager, à être fiers de ce territoire. Et puis, je crois que c'est important de pouvoir mettre en œuvre tout ça en 2025. Laissons de côté un peu les tracas et les nouvelles qui nous arrivent d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas forcément y faire grand-chose, mais chacun à notre niveau, apportons notre contribution dans nos responsabilités au travers du territoire qui nous affectionne.